Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons voir maintenant les semi-conducteurs. Alors, nous savons que lorsque les bandes ne se recouvrent pas et que le niveau de Fermi est en dehors des bandes, à ce moment-là, au zéro absolu, les bandes de valence sont pleines, les bandes de conduction sont vides. À ce moment-là, le matériau est isolant. À une température plus grande, donc si on a par exemple une bande de valence comme ceci, une bande de conduction comme cela, avec l'agitation thermique, un certain nombre d'électrons vont pouvoir transiter, être excités, passer dans la bande de conduction. Le matériau commence à conduire le courant avec un gap d'énergie, une bande interdite donnée par epsilon G. On a alors formation ici de trous et ici des électrons dans la bande de conduction. Ceci dépend de la température puisque c'est lié à l'agitation thermique. Ainsi, c'est lié au rapport entre l'énergie de la bande interdite, epsilon G, et kT, l'énergie d'agitation thermique. Si epsilon G est grand par rapport à l'agitation thermique, alors très peu d'électrons passeront dans la bande de conduction et la conductivité sera très faible ou négligeable. On a alors un matériau isolant. Si à la température considérée, par contre, l'énergie est de même ordre que l'agitation thermique ou plus petite, à ce moment-là, les électrons passent facilement dans la bande supérieure et le matériau conduit le courant. Moins bien qu'un métal, c'est pourquoi on parle de semi-conducteur. De plus, cette conductivité varie rapidement avec la température, puisque plus elle est élevée, plus d'électrons peuvent passer dans la bande de conduction. Pour un tel exemple, le diamant a un gap de 5,5 électronvolts. À température ambiante, c'est très élevé par rapport à la température ambiante, par rapport à kT, et donc le diamant est un très bon isolant. Par contre, pour le silicium, le gap est de 1,1 électronvolt. Le germanium, c'est 0,7 électronvolts. Ça, c'est de l'ordre de l'énergie d'agitation thermique. Et ce sont donc des semi-conducteurs. Si on regarde la structure cristalline, germanium, silicium, ce sont typiquement des atomes de valence 4. Et donc, ils forment des réseaux tétravalents. Par exemple, pour le germanium, en mettant les électrons en commun avec leurs voisins par 4. Avec des liaisons covalentes. Supposons maintenant que l'on remplace l'atome de germanium par un atome d'arsenic. Germanium et arsenic. Celui-ci a en fait un électron de valence de plus. Il a une valence 5. Et donc, il va mettre des électrons en commun avec ses voisins. Et il va rester un électron surnuméraire qui se balade autour de l'arsenic. A l'inverse, si on met un atome de gallium, celui-ci n'a qu'une valence de 3, et donc il va rester un trou dans la liaison. Le maître des impuretés de valence supérieure, 5 comme l'arsenic, s'appelle un matériau dopé N. N pour négatif comme électron. Et avec des atomes de valence inférieure, gallium valence 3, on dit qu'il est dopé P. P comme positif. Positif comme un trou. L'électron qui est en plus va facilement se déplacer. Il n'est pas lié. Donc il se déplace très facilement
d'un atome à l'autre. Il en est de même du trou. Et donc, le niveau de l'énergie à fournir en termes d'agitation thermique, par exemple, pour exciter l'électron ou le trou pour qu'il puisse se déplacer, est très faible. Ce qui veut dire que la structure des bandes va être comme ceci. Comme ceci pour du germanium. Et avec et pour du germanium dopé N, il va y avoir un niveau ici, avec des électrons, qui est pratiquement contre la bande de conduction. Il faut très peu d'énergie pour que les électrons passent dans la bande de conduction. Et de même, pour un dopé P, il y aura un niveau, là c'est un niveau donneur d'électrons. Ici, on aura un niveau accepteur d'électrons, avec des trous, juste au-dessus de la bande de valence. Les matériaux purs sont appelés semi-conducteurs intrinsèques. Lorsqu'ils sont dopés N ou P, on parle de semi-conducteurs extrinsèques. Extrinsèques parce que les électrons viennent de l'extérieur, à savoir du dopant. Bien sûr, pour que ça fonctionne, il faut que les impuretés qui ont été mises dans le réseau cristallin soient à peu près de la même taille que les atomes qui étaient présents. Sinon, la structure cristalline serait complètement perturbée. Et c'est pourquoi on met de l'arsenic et du gallium qui ont sensiblement les mêmes tailles que les germaniums, alors que dans du silicium, on va plutôt utiliser du phosphore pour le dopage N et de l'azote pour le dopage P. Il faut très très peu d'impuretés pour doper un silicium, un semi-conducteur. Typiquement, de l'ordre d'un atome par 1 milliard. Il en faut vraiment très peu. Et donc, on comprend que les techniques de semi-conducteurs, donc l'exploitation de ces propriétés de ces substances, n'a pu se faire qu'à l'époque moderne, de la seconde moitié du XXe siècle, qu'avec la mise au point de techniques de purification suffisantes que pour avoir des matériaux de germanium ou de silicium d'une très 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 grande pureté, auquel après on ajoute des impuretés soigneusement choisies et en quantité soigneusement dosée. Les techniques de purification, par exemple, utilisent divers processus chimiques pour obtenir un barreau de silicium très pur, mais malgré tout, quand on a encore des impuretés, et on le chauffe à une extrémité, et en profitant de la solubilité des impuretés, en déplaçant la zone chauffée, on concentre les impuretés à l'extrémité du barreau qu'on n'a plus qu'à couper. En répétant ainsi l'expérience plusieurs fois, l'opération plusieurs fois, on peut obtenir un morceau de silicium d'une très 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 grande pureté, moins d'une impureté par milliard d'atomes. Ce genre de technique se fait également dans des salles blanches, c'est-à-dire des salles où il n'y a aucune poussière, aucune saleté qui pourrait traîner et qui pourrait venir polluer le matériau. Avec de tels niveaux de pureté, c'est nécessaire. Quand des êtres humains y sont présents, ils sont obligés de porter des vêtements spéciaux et un masque, genre masque chirurgical, pour éviter, et des bonnets, pour éviter la perte de cheveux, de pellicules ou de postillons. Une fois ceci établi, on peut alors étudier les propriétés électroniques de ces substances. Pour cela, on procède avec des techniques comme nous avons vu. Alors, ça donne plein de calculs que je ne détaillerai pas ici. Et on peut calculer, par exemple, le nombre de porteurs, ce qu'on appelle les porteurs de charge ou des porteurs de courant, comme les électrons dans la bande de conduction ou les trous dans la bande de valence. NC, C pour conduction, c'est le nombre d'électrons. PV,
V pour valence, P pour positif, c'est les trous dans la bande de valence. Et on peut calculer ces grandeurs, on peut calculer la conductivité, etc. en fonction des propriétés du matériau. On détermine par exemple une relation importante qui est NC fois PV et qui est une constante à température et pour un gap donné. Et cette constante joue un rôle important dans les théories des semi-conducteurs telles qu'utilisées par les électroniciens. La conductivité est donnée par... Alors oui, on détermine aussi, pour un semi-conducteur intrinsèque, je dis bien intrinsèque, on a NC égale PV. Pourquoi? Parce que les électrons qui passent là viennent d'en bas et donc laissent des trous. Et donc il y a toujours autant d'électrons en haut que de trous en bas. Et on les note typiquement NI pour I pour intrinsèque. Et la conductivité d'une substance intrinsèque est donnée par NI fois E, la charge, fois mu C plus mu P, mu V, pardon, où ce sont les mobilités des porteurs de charge dans les deux bandes. Il est à noter que les électrons, en général, sont nettement plus mobiles que les trous. Ça se comprend puisque un trou se forme par déplacement des électrons du réseau dans une espèce de chaise musicale. C'est plus complexe. Donc c'est assez compréhensible que les trous soient moins mobiles. L'étude des semi-conducteurs extrinsèques, une fois l'étude des semi-conducteurs intrinsèques établie, n'est pas beaucoup plus compliquée. Il y a 3 domaines de température. Donc par exemple pour un semi-conducteur de type M, on a ici la bande de valence, la bande de conduction, la bande de conduction, la bande de valence, et ici le niveau donneur d'électrons. Il y a le domaine dit des basses températures, très basses, où l'énergie thermique est insuffisante même pour le petit gap d'énergie avec le niveau donneur d'électrons. Dans ce cas-là, il n'y aura pas ou très peu d'électrons qui passent dans la bande de conduction, et donc le matériau sera très très peu conducteur. Il y a le domaine intermédiaire, température intermédiaire, qui est typiquement, pour la plupart des semi-conducteurs, typiquement c'est la température ambiante. Dans ce cas-là, l'énergie thermique est suffisante pour faire facilement passer les électrons dans la bande de valence dans la bande de conduction à partir du niveau donneur d'électrons, alors que l'énergie reste assez faible, l'énergie thermique reste un peu faible pour faire passer les électrons de la bande de valence à la bande de conduction. Donc c'est pratiquement tous les électrons du niveau accepteur qui passent dans la bande de conduction et restent en quantité à peu près constante, parce que tous les électrons passent là, et ceux d'en bas ne passent pratiquement pas. Donc on obtient une conductivité qui est relativement indépendante de la température. Elle varie peu avec la température, ce qui est souvent un avantage. Quand on fabrique des composants électroniques, par exemple, on préfère que leurs propriétés ne varient pas trop avec la température. C'est ce qu'on appelle le domaine extrinsèque, puisque le rôle principal est joué par le dopage. Et enfin, il y a le domaine des hautes températures, où cette fois-ci, l'énergie thermique est suffisante pour faire passer les électrons dans la bande supérieure. On a alors formation d'électrons au-dessus, de trous en dessous, et les propriétés sont tout à fait analogues à un semi-conducteur intrinsèque, et donc on l'appelle domaine intrinsèque. Comme les propriétés des semi-conducteurs, comme nous verrons dans la prochaine vidéo, dépendent fortement des dopages utilisés, donc de leur caractère extrinsèque, les voir passer dans un domaine intrinsèque qui ne dépend plus du dopage n'est évidemment pas souhaitable. Donc, les semi-conducteurs supportent assez mal les hautes températures.
dans des conditions particulièrement extrêmes, forte température, rayonnement de type radioactif, etc., il est souvent préférable d'utiliser des composants adaptés du type tube. Les simples tubes comme les diodes et les triodes, comme nous en avons déjà vu, qui sont peut-être un peu vieillots, un peu anciens, mais qui ont l'avantage d'être plus robustes dans des conditions un peu extrêmes. Les semi-conducteurs sont plus fragiles. On améliore la qualité à l'aide de blindage, bien sûr, contre les rayonnements, et de dispositifs de refroidissement. Vous avez certainement déjà vu des composants électroniques avec des dispositifs en forme d'ailette qui servent en fait à dissiper la chaleur. On peut avoir des dispositifs plus poussés, refroidissement avec de l'air en mouvement, avec un ventilateur, ou même avec un fluide, avec un liquide. On utilise divers phénomènes physiques tels que l'effet Hall que nous avons vu. Nous avons vu que l'effet Hall variait dans le sens inverse pour les électrons et pour les trous. Et donc, l'effet Hall peut être utilisé de manière astucieuse afin de déterminer les mobilités des électrons et des trous. Ce qui permet de faire des mesures expérimentales et de comparer à la théorie qui donne de très bons résultats. Voilà, nous gardons ici une approche assez qualitative, ça sera suffisant pour comprendre les semi-conducteurs. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir la jonction PN, ou jonction semi-conducteur. C'est-à-dire que se passe-t-il lorsque l'on met en contact une zone dopée P avec une zone dopée N. Je vous remercie.